Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Art au bout des doigts, le magazine consacré aux métiers d'art et au savoir-faire d'exception. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte des beaux livres sous toutes leurs coutures. Du dos au plat, en passant par le tranche-fil et les fers à dorer, vous allez découvrir l'univers de la reliure et de ses réalisations uniques. Un parfum d'enfance flotte sur notre second sujet, puisque nous allons nous intéresser au monde de la marionnette. Des marionnettes d'opéra, mais aussi des marionnettes criantes de vérité et beaucoup plus technologiques. Nathalie Lemaître est meilleure ouvrier de France en reliure. Elle a ouvert son atelier il y a 15 ans et met tout son savoir-faire au service des amoureux du livre et du patrimoine littéraire. Dans un mélange de colle, de cuir et de papier, Nathalie Lemaître va nous initier à son art. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Alors, je suis arrivée à la reliure grâce à ma mère. Comme on est tous manuels dans la famille, à un moment, elle me dit pourquoi tu ferais pas de la reliure ? Donc les livres, au départ, étaient reliés principalement en parchemin. C'était pour pouvoir emmener des choses sans les abîmer. Bon, c'était aussi pour rendre noble le texte. Donc là, le livre a été cousu, il a été encollé. On l'a mis dans une machine qui s'appelle un étau endossé pour faire une endossure. Et l'endossure, c'est créer un mort qui se trouve ici. Et le mort, c'est le logement pour le carton, en fait. Puis après, on met soit de la toile, comme là, soit du cuir, demi, plein cuir, comme ici. Voilà. Il y a environ 50 étapes pour créer une reliure. Aussi bien une reliure toile qu'une reliure cuir. C'est vraiment un métier de longue haleine et qui a besoin beaucoup d'heures et d'heures de labeur pour avoir un geste sûr. C'est un ami de ma sœur qui était meilleur ouvrier de France en glacier qui m'en a parlé et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais essayer de le tenter. C'est bien aussi parce que c'est une sorte de reconnaissance par rapport à ses pairs. Ça peut supporter, tu vois, parce que c'est un chouï plus épais. Ça, le fait de pouvoir créer un objet de ses mains, de A à Z, c'est vraiment une très grande satisfaction personnelle. Et donc oui, on repart très heureux, donc, avec le sourire. Tout est difficile, mais très passionnant aussi. Ouais. Il y a des gens qui aiment bien certaines plus ces opérations que d'autres. D'ailleurs, souvent elles blaguent en disant qui aime bien poncer, donc je vais te donner mon livre à poncer, puis toi tu vas faire la couture parce que tu aimes bien la couture. C'est une idée plaisante de se dire que le livre sera toujours là, même après nous, et notre travail aura été fait de manière à ce qu'il soit là et qu'il perdure longtemps. C'est très plaisant de penser à ça. C'est la librairie Blaiseau qui a été créée en 1840, qui est dans la même famille depuis 1870. Nous faisons partie des quelques belles librairies spécialisées dans la reliure décorée, effectivement. La fonction première, effectivement, de la reliure, c'est de préserver, c'est la protection. Quitte à faire une protection, autant la décorer. Le décor doit être étroitement lié au contenu. Si un décor est très beau, mais qu'il est sans aucun rapport avec le livre, nous considérons que c'est un mauvais exemplaire. Je crois qu'il y a un exemple, une reliure de Monique Mathieu sur un très beau livre illustré par Schmid, qui s'appelle Peau brune. Une reliure extrêmement contemporaine, soit de Claude Debras, soit de Florent Rousseau. Il y a un tel fossé de concepts et de matériaux utilisés que ça montre bien l'évolution de la reliure actuelle par rapport à ce qui s'est fait au XXe. La dorure, c'est mettre de l'or, par définition. Il s'agit d'ornementer le livre. C'est un travail qui se fait à chaud. C'est le doreur qui fait toute la partie décor, tout ce qui est doré évidemment, mais même aussi le travail de mosaïque que l'on voit là, les mosaïques violettes, les mosaïques noires. C'est lui qui fait tout ce travail de décoration, c'est-à-dire ce qui se voit. Alors, le livre tel que le relieur l'avait terminé, c'était un plein cuir. On a fait fabriquer ces plaques pour pouvoir faire ces mosaïques de cuir. Donc de la mosaïque, en fait, c'est du cuir qui est paré très très fin.
C'est une collaboration dans la création avec le relieur, avec le client, le décorateur, etc. C'est vraiment un travail de précision. Donc qui demande d'avoir un geste très sûr et une patience, une concentration. Il faut aimer pinailler les petits machins. Parce que la reliure dans son ensemble est traditionnellement un savoir-faire français. Mais la France est le seul pays où il n'existe des gens qui ne soient que d'horreur. On aura toujours besoin de techniciens, de ce savoir-faire. Et la transmission, pour moi, est quelque chose de très important. Hein, je veux pas être enterrée avec mon savoir-faire. Alors vous êtes ici dans l'atelier de reliure de l'école Estienne. C'est un atelier qui est historique puisqu'il n'a pas bougé depuis la création de l'école, fin 19e. Là, on est avec des étudiants de première année. C'est un cursus qui se fait sur 2 ans. Les plus jeunes qui viennent aux portes ouvertes et qui voient les travaux sont assez séduits, mais ne se rendent jamais compte, même quand on les met en garde, du volume de travail, d'opération, de minutie, de précision que ça nécessite. En fait, on va inventer des systèmes de couture. Du coup, c'est un peu casse-tête. Moi, j'étais en design graphique avant. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé l'image et un peu l'édition. Du coup, je voulais voir un petit peu l'aspect formel du livre. La reliure traditionnelle, elle se fait de moins en moins, puisque même s'il y a encore des lecteurs, ne sont pas forcément des bibliophiles. Je reste optimiste quand même quand je vois l'envie de certains jeunes. Plus il y aura de numérique, peut-être moins il y aura de livres, et le livre c'est quand même assez essentiel. Donc, c'est une grosse partie de notre histoire, donc si on le perd, c'est quand même vachement dommage. Du fameux guignol en passant par le moped show et les personnages ventriloques, les marionnettes nous ont toujours émerveillés et amusés. L'équipe de l'art au bout des doigts est partie à la rencontre des créateurs contemporains de marionnettes. Ils nous ont ouvert leurs ateliers et nous font découvrir leur univers si particulier. Donc là, je suis en train de préparer des marionnettes de tube à essai. Au final, ça va ressembler à ça, mais ça, c'est juste un prototype. Du coup, avant de pouvoir le peindre, je suis obligée de passer un apprêt qui est transparent, c'est un vernis, sur l'intérieur du plastique, et après, je vais mettre la peinture bleue. Alors, moi, j'ai fait une formation, une école d'art. Et dans cette école, on doit faire des stages. Et moi, j'ai fait un stage au Guignol de l'Info. Et ça, j'y suis restée 12 ans. Ce que j'ai aimé dans la marionnette, c'est pas l'esthétique, c'est vraiment le mouvement. C'est la particularité par rapport à une sculpture, c'est qu'elle vit, elle bouge. C'est un objet vivant. Je crois que la plus grande émotion que j'ai eue, c'était justement avec Sébastien, qui est là derrière. Pour la compagnie Philippe Gentil, on avait fait une marionnette d'insectes avec des ailes, des grandes pattes et tout. Philippe Gentil est entré dans l'atelier, il a vu ça. Il l'a tout de suite prise et tout d'un coup, il lui a donné vie, mais vraiment en deux gestes, quoi. C'est comme une naissance à ce moment-là, quoi. Ces petits bonhommes-là, ils sont un peu d'un esprit un peu Muppet. On a utilisé un tissu qui s'appelle de l'anthrone, qui est le tissu avec lequel est fait Kermit. C'est un tissu qui permet de gommer les coutures. Moi, en fait, à la base, je viens du marketing, qui n'a rien à voir. Et en fait, la marionnette, c'était une passion depuis que je suis tout petit. Et puis, en rencontrant des gens comme Alain Duverne, Carole, je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier, qu'il y a des gens qui vivaient de ça, qui faisaient ça toute la journée et étaient super épanouis. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être la voie qui m'intéresserait vraiment, en fait. J'ai eu la chance, mine de rien, dès que je me suis lancé là-dedans, de faire de bonnes rencontres. À l'époque, il n'était pas connu, Jeff Panaclock. C'est moi qui fais ses marionnettes. C'est rigolo de faire des hommes troncs comme ça. La marionnette, c'est pas quelque chose qui est voué à disparaître parce que c'est une expression artistique. On est à l'Opéra Comique pour des répétitions de Domino Noir, qui est un opéra comique de Aubert.
que je commets en scène avec Christian Eck et pour lequel j'ai également fait des marionnettes, dont les gargouilles qui sont derrière là. Elles sont rattachées en fait à la méchante nonne qui est Ursule et c'est un peu ses chiens, c'est un peu ses cerbères. Alors la marionnette, c'est arrivé assez tard dans mon univers, c'est-à-dire que j'avais pas encore fait le rapprochement, je faisais du théâtre et je sculptais pour des gens, donc je faisais des masques. Et puis un jour j'ai fait une marionnette pour une petite compagnie, et puis finalement ça m'est apparu comme une évidence tout d'un coup en me disant mais évidemment si je fais du théâtre et que je sculpte, la marionnette c'est comment faire vivre un personnage et comment faire vivre mes sculptures, c'est en faisant des marionnettes. J'aime beaucoup quand les choses sont un petit peu exagérées, quand dans les spectacles on sort de la réalité. Et la marionnette pour ça est formidable parce que ça décuple un peu les capacités humaines. Certains personnages, on avait envie de montrer leur caractère à travers leur costume. Donc par exemple, il y en a un qui est toujours très énervé et on l'a déguisé en porc-épic. Dès qu'il voit son ennemi juré, il tire sur des ficelles et il y a tous les pics qui se lèvent. Donc pour moi, ça c'est en quelque sorte une marionnette aussi. Alors à un moment, il y a un banquet au deuxième acte et il devient vivant en fait à un moment où l'héroïne, elle est un peu perdue, elle est chez des seigneurs et quand elle s'approche de lui, elle lui envoie un baiser comme ça, on ne sait pas qu'il va bouger et là... J'ai toujours été fascinée par la marionnette en fait. Le Muppet Show, je crois que c'est mon influence la plus grande. C'est pas très intellectuel, mais c'est ce qui m'a le plus influencée, je crois. Alors donc on est dans les ateliers d'animatronique, qui est un département de SDI Spectacle et qui est spécialisé dans la réalisation de robots d'animation, donc on appelle ça animatronique. Donc notre priorité c'est que l'extérieur ça ne ressemble pas à un robot justement, ça ressemble à un être humain. Donc là c'est vraiment le squelette qui est à l'intérieur de l'animatronique, que habituellement on ne voit pas parce qu'il est caché sous les vêtements et la peau. Donc là je suis en train de modéliser les pièces qui vont former la coque extérieure du robot. Voilà, une fois que j'ai ça, quelques heures après, j'ai des pièces qui peuvent ressembler, l'épaule. Le moment où on passe de l'objet réalisé, où il y a les premiers mouvements qui se mettent en marche. Là, on a un sentiment assez étrange parce qu'on passe d'un objet à quelque chose d'un peu vivant. L'animatronique, c'est vraiment une évolution de la marionnette et c'est poussé à l'extrême où vraiment elle devient autonome et elle peut faire les mouvements seule. C'est vraiment la marionnette 2.0. L'art au bout des doigts, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié les rencontres de cette semaine et n'hésitez pas à pousser les portes des ateliers d'artisans créateurs de votre ville. Vous pouvez retrouver notre magazine en replay sur le site de l'émission et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. À la semaine prochaine!